Le 28 décembre 1934 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film La Signora di Tutti, texte intégral. Voici le second film italien que nous ayons vu en 3 ans. Le premier, à notre sens, était un petit chef-d'œuvre. Cela s'appelait Les hommes qu'elle mufle. Un René Clair transalpin, une délicieuse étude du petit peuple milanais, de sa nervosité, ses piques d'amour-propre, sa charmante ironie, tout cela conduit dans le style des toits de Paris, sans que l'on puisse parler d'un pastiche, tant on devinait de sensibilité et de justesse sous les moindres images. Hélas, reverra-t-on jamais cette jolie esquisse dont l'auteur se nommait Camerini? Le cinéma est trop neuf encore pour connaître le prix des collections, des archives. La vie d'un film, qu'il soit admirable ou ridicule, est bien éphémère. À moins, peut-être, qu'il n'ait vraiment rapporté une fortune. Que sont devenus, par exemple, Le voyage sans retour, Les hommes qu'elle mufle, qui nous ont émus, amusés, voici à peine 20 ou 30 mois, et qui sont déjà plus inaccessibles que s'ils avaient un siècle d'existence, parce que leur délicatesse n'a pas eu l'heure de plaire aux revendeurs de pellicules. Il n'y a aucun point commun entre le film de M. Camerini et La Signora di Tutti que l'on nous montrait cette semaine. Autant l'une des œuvres était nuancée, légère, un exemple presque unique d'équilibre latin entre la mesure française et l'ardeur italienne, autant l'autre est appuyée, voyante. La comparaison s'impose aussitôt entre ce film et les opéras véristes de Puccini, Leoncavallo, Mascagni. C'est le même compromis entre les hyperboles romanesques et les détails d'un naturalisme minutieux. La Signora di Tutti est une humble petite bourgeoise de Lombardie, Gabriella Murger, fille d'un vieil officier en retraite, victime des frénétiques amours qu'elle inspire. Son professeur de chant, tout d'abord, se tue pour elle. Terrible scandale qui marque l'innocente Gabriella d'un mystérieux signe de malédiction. Un soir de bal, dans le luxe théâtral d'une vieille demeure, elle danse avec le fils d'un grand industriel, Roberto Nanni. La fête s'écoule sans que ses enfants aient su se faire leurs aveux. C'est le père de Roberto, Léonard, qui subjuguera Gabriella, lui imposera sa passion. Elle devient la demoiselle de compagnie de Madame Mani, qui est clouée sur une chaise longue par la paralysie. Une nuit, l'infirme, n'entendant pas Gabriella répondre à ses appels, a l'intuition d'un affreux secret. Avec son fauteuil roulant, elle fouille fiévreusement les chambres vides du château. Elle perd la tête et se tue en voulant descendre le grand escalier de pierre, tandis que les deux amants, dans le parc, échangent de sombres et brûlants baisers. Il fuit la demeure ensanglantée, qui inspire à Gabriella un atroce remords. Il voyage éperdument. Au bout d'une année, quand il rentre, Gabriella n'est pas guérie de son obsession. Leonardo, qui a laissé à Volo toutes ses affaires, est ruiné, déshonoré, condamné à la prison. Quand il en ressort, minable et vieilli, il voit briller au fronton d'un palace le nom de sa maîtresse. Elle est devenue, après un dur apprentissage, une star de cinéma, richissime et adulée. Leonardo ne la verra même pas sur l'écran. Il est tué devant le cinéma par un taxi. Des maîtres chanteurs profitent de son trépas pour rappeler qu'une femme a été l'instrument de sa déchéance, pour couvrir Gabriella de boue. Les managers de la vedette décident d'intenter un procès aux aigrefins. Ils ont besoin de l'attestation éclatante d'un proche de Gabriella. À cette occasion, elle revoit Roberto, qui lui fournit officiellement d'éclatants témoignages. Puis l'assure de son impérissable amour, mais par téléphone, en prenant congé d'elle. Car il n'est plus libre, il a épousé Anna, la sœur de Gabriella.
La star comprend qu'elle n'est qu'une pauvre fille, tenant du sort un terrible pouvoir, qui jure, avec son humble, son candide désir, un amour paisible, domestique, à jamais perdu pour elle. Elle se suicide d'un coup de revolver. La Signora di Tutti, par ses épisodes amers, par sa tragique conclusion, tranche certainement sur l'optimisme banal des amourettes de cinéma. Nul doute que le film ne remporte de Turin à Palerme un immense succès d'émotion. Avant d'en juger les outrances, il est bon de feuilleter son Stendhal. Ouvrez les guillemets. En Italie, comme avoir une passion n'est pas un avantage très rare, ce n'est pas un ridicule. Fermez les guillemets. Sans doute. L'histoire des cataclysmes sentimentaux provoqués par l'infortunée Gabriella s'explique par l'ardeur du sang. Un Arrigo Bale nous les ferait-il revivre? Ce serait peut-être la matière d'une nouvelle chartreuse de Parme. Nous ne sourions pas des belles et ardentes larmes que la Signora di Tutti fait verser aux Milanaises, aux Florentines et aux Siciliennes. Mais le moyen, sous le ciel de Paris, de ne pas observer d'un œil sec et d'un esprit sceptique ce romantisme éperdu, de ne pas voir au passage tout ce qu'il y a d'ampoulé, d'ostentatoire, et de considérer que l'auteur responsable, M. Max Ophuls, n'est évidemment pas un Stendhal. M. Max Ophuls, spécialiste des films viennois, et qui en a réussi plusieurs, nous est un peu suspect dans un ouvrage italien. L'adresse même avec laquelle il se plie à sa tâche nouvelle est assez inquiétante pour sa personnalité. Il fera peut-être aussi habilement demain un film américain, anglais, français ou hongrois. Mais la rançon de sa souplesse, c'est qu'il ne pourra jamais assimiler que les poncifs de tous ces pays. Le film de M. Camerini n'était qu'un menu fait divers, mais observé et reconstitué à la perfection, ne laissant plus aucune prise à la critique. Celui de M. Ophuls, s'il allait au bout de ses ambitions, serait peut-être la plus poignante des tragédies. Mais il s'arrête en chemin, sacrifie à chaque instant au lieu commun de cinéma. Au lieu d'un réalisme psychologique, on nous offre des détails d'un naturalisme superficiel. Les héros ont beau allumer des cigarettes, vider un verre, s'asseoir sur des coins de table, nous ne parvenons pas à nous méprendre sur l'outrance des situations où ils sont à chaque instant plongés. Par exemple, ce financier apprenant par le téléphone que sa maîtresse le quitte au beau milieu du conseil d'administration qui va décider du sort de sa fortune, et est tellement accablé que ses confrères peuvent l'abandonner et consommer sa ruine avant qu'il ait relevé les yeux. L'interprétation est d'une indéniable sincérité. Le charme, l'ardeur de la race subsistent dans la Signora di Tutti, comme souvent dans les peintures les plus redondantes du Settecento. Elle n'en trahit pas moins une nervosité, une instabilité fort éloignée de cette maîtrise nuancée qui est, jusqu'à nouvel ordre, l'idéal du jeu d'écran.